Salut mes petits vikings, c'est moi, Norseman fait des vidéos et aujourd'hui je vais vous expliquer comment attaquer un village saxon. Vous allez voir, c'est très facile. Oh! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une grande question. Faut-il aller voir The Northman, le film un peu scandinave viking, qui sort mardi, mercredi prochain sur nos écrans ici en France, mais qui est sorti en Belgique, je crois, le mois dernier. J'ai eu la chance de voir ce film fin mars en projection presse, et j'avoue que le trailer est sorti, je crois, il y a plusieurs mois de ça, peut-être même il y a un an, je ne sais plus. Sorti l'année dernière en tout cas, et j'avais tellement hâte de voir ce film. Le trailer était incroyable, et j'ai pas été déçu. Et du coup, je me suis dit que ça valait le coup d'en parler, d'autant plus que la dernière fois sur le dernier duel, vous aviez bien aimé ce petit cadre un petit peu forestier pour parler de sorties cinéma, et donc on va le faire un peu plus souvent, quand en tout cas il y a des films historiques qui sortent intéressants. Donc, The Northman, le trailer était sorti il y a... ouais, c'est ça, l'année dernière, et moi j'avais adoré ça. Alors vous avez été très nombreux à me demander ce que j'en pensais, et vous avez été nombreux aussi à tomber dans un piège dans lequel je vous dis de ne pas tomber, auquel il faut faire très attention. C'est le piège du mal. Je ne sais pas trop comment appeler ça différemment. Le piège du mal, c'est-à-dire que l'être humain, naturellement, on a tous tendance à le faire dans nos vies, faites attention d'ailleurs, on a tendance à voir le mal avant le bien, à considérer que les choses vont mal se passer avant de considérer qu'elles vont bien se passer. Et ça fonctionne aussi sur la culture pop, ça fonctionne aussi sur les trailers de films, ça fonctionne aussi sur plein de choses, c'est-à-dire que vous avez été nombreux à me dire « Regarde, le trailer c'est l'enfer, le film va être incroyablement mauvais !» Là, genre, je sais pas ce que vous avez vu, mais on n'a peut-être pas vu le même trailer en fait. Le trailer de The Northman pour moi était extrêmement séduisant. Il y avait 2 ou 3 choses qui me faisaient lever un sourcil, mais on n'en voyait pas assez. Vous êtes nombreux à avoir dit genre waouh, je vais me mettre quelque part ici, des casques à cornes. On voit pas si c'est un casque à cornes. Il y a des cornes, mais on voit pas si c'est un casque à cornes. Et dans le film, on voit d'ailleurs bien que c'est pas un casque à cornes. Et plein de trucs comme ça, vous êtes dit genre oh regarde, il est torse nu. Je dis genre oui, mais ça peut avoir une explication. On voit bien que c'est pas le cas dans tout le film parce que c'est pas le cas dans tout le trailer. Donc détendez-vous. On va essayer de voir pourquoi est-ce qu'il est torse nu à ce moment-là. Et à côté de ça, pour ces 2 ou 3 petites choses qui faisaient lever un sourcil, il y avait énormément de bonnes choses. Les costumes avaient l'air incroyablement propres, cohérents par rapport à l'époque. On rappelle que ça doit se passer en théorie 9-10e siècle, j'y reviendrai après. Les personnages avaient l'air de dégager un truc, l'ambiance avait l'air folle. Enfin, il y avait plein de bonnes choses dans ce trailer et j'avais très hâte de voir le film. Et j'avoue que j'ai absolument pas été déçu. De manière générale, dans les trailers, dans les images, dans les choses que vous voyez avant de voir les films, avant de voir les trucs, essayez d'abord voir le bien et ensuite de vous poser des questions sur ce qui peut être mal. Ne faites surtout pas l'inverse. N'essayez pas d'abord de voir le mal et ensuite de vous dire ce qui peut être bien parce que en fait ça va brouiller votre vision. Faites l'inverse. Essayez d'abord de voir le bien et ensuite seulement de vous poser des questions sur ce qui pourrait être mal. Voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé à apprécier des films et des séries qui de base n'avaient pas l'air folles. Et finalement à passer des bons moments. Donc vraiment, je vous en supplie, faites ça, voilà. Donc pour faire un petit peu de contexte, The Northman, qu'est-ce que c'est? C'est un film scandinave, c'est un film sur les Vikings, sur la Scandinavie. C'est pas les Vikings puisque techniquement on est plutôt en Scandinavie ou en Islande, donc ils sont pas trop en voyage, donc c'est plutôt des Scandinaves. Donc c'est un film réalisé par Robert Eggers, qui est déjà connu pour avoir réalisé The Witch et The Lighthouse. Donc il n'a pas forcément une grande filmographie à son actif, mais c'est un réalisateur qui a été primé à Sundance et qui est un grand festival de cinéma américain et qui est très réputé. Voilà. Malgré le fait qu'il ait fait peu de films, il est très réputé. Et donc c'est vrai que The Northman, c'est son 3e film. Et j'avoue que si moi j'étais réalisateur et qu'au 3e film je sortais un truc pareil, j'avoue que je serais... probablement des réalisateurs les plus prometteurs de ma génération. Voilà, Robert Eggers a 38 ans pour information. Donc c'est un film avec une tripotée d'acteurs et d'actrices, tous plus talentueux les uns que les autres. On a Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, William Dafoe, Björk également qui a un rôle dans le film, et les acteurs dégagent un truc incroyable dans ce film. Et donc l'histoire, c'est une histoire somme toute assez classique, puisque c'est celle d'Hamlet, en fait. Hamlet, qui est une pièce, la pièce probablement la plus célèbre de Shakespeare, le célèbre créateur, écrivain, auteur de théâtre britannique de la fin du XVIe siècle. Donc voilà, Hamlet, c'est son
son œuvre la plus connue, et ça raconte l'histoire en gros d'un prince, histoire très classique, je vous spoile rien, l'histoire d'un prince pour qui tout se passe bien. Son père va être assassiné par une tierce personne, et donc le prince se retrouve plongé dans les affres de la vengeance, et donc l'intégralité de la pièce, et donc du film, c'est le prince Hamlet qui va chercher à se venger. Voilà, le film reprend mot pour mot ce truc-là, je vous spoile pas qui tue qui, etc. Et Robert Eggers a voulu transposer ça à l'époque scandinave. Donc c'est-à-dire on est au 9e, 10e siècle, donc c'est l'époque des Vikings. Là on parle plutôt de scandinave parce qu'en règle générale, je rappelle que les Vikings c'est pour quand ils ne sont... Enfin c'est des Scandinaves qui partent de chez eux pour... on ne sait pas, explorer, faire la guerre, trouver des richesses, faire du commerce. En général, c'est les 4 trucs un peu... Et ils peuvent faire les 4 en même temps, hein, c'est pas impossible. Bref, nous avons donc le Hamlet de Shakespeare qui est transposé dans un univers scandinave. Et ce qui est amusant, et Robert Eggers ne le savait pas, l'a appris après coup, c'est qu'en fait, Hamlet, le Hamlet d'origine, la pièce d'origine de Shakespeare, est elle-même inspirée d'une vieille histoire scandinave, du coup, on peut la boucler. Voilà pour le contexte. Alors le film a été tourné en partie en Irlande, mais surtout énormément en Islande, et ça se sent. Pour comprendre, pour développer cette idée, j'espère que vous avez vu, je vous le mets dans la description si vous ne l'avez pas vu, les virées cinéma de François Thorel, donc le fossoyeur de film, sur l'Islande, qui explique pourquoi l'Islande est un territoire extrêmement particulier pour le cinéma et qui renvoie une ambiance et une lumière qui sont à nul autre pareil, mais qui se reconnaissent vraiment à des kilomètres, parce que l'Islande c'est très très particulier. Et le choix de l'Islande pour tourner ce film n'est pas anodin, et je peux vous garantir que c'est pareil, ça envoie une ambiance qui est lourde, qui est dure. On parle d'une adaptation de Shakespeare. Shakespeare, si vous ne connaissez pas, c'est dur, c'est lourd, c'est déprimant, c'est sale par moments. C'est vraiment... Et tout le film transpire ce truc, mais avec une intensité qui est incroyable, amenée par les acteurs, amenée par la manière de filmer, amenée par le scénario lui-même. C'est vraiment impressionnant. Et du coup, le choix de l'Islande pour tourner est un choix exceptionnel. On a des décors qui sont au cordeau, impeccable, même en termes d'architecture, de villages, on a des maisons, on a des choses comme ça. C'est très très propre, c'est vraiment agréable. Et la question que vous vous posez, évidemment, qui est celle de fond de ma chaîne, c'est quid des costumes, ma foi, quid des costumes. Écoutez, c'était trop cool. Vraiment, il y a enfin, j'ai vraiment l'impression que pour la première fois dans un film que j'ai pu traiter sur la chaîne, les responsables des costumes ont été écoutés du début à la fin. À propos d'écouter, j'ai une mésange qui est en train de venir écouter ce que je raconte. Elle est vraiment au-dessus de la caméra, c'est assez cool. Je vais essayer de ne pas me déconcentrer. Elle est trop mignonne. Bref, j'aime beaucoup les oiseaux. Donc c'est impressionnant, on a vraiment l'impression que le conseiller des costumes a été écouté à 100%. Il n'y a aucun moment où j'ai eu l'impression que le film disait bah, attends, tout le reste est historique, là viens on fait un délire. Je n'ai pas souvenir de ça, à aucun moment dans le film. Les costumes sont impeccables, vraiment c'est un régal, les costumes sont impeccables, voilà. Je ne peux pas vous dire mieux en fait. Je ferai probablement un épisode de La Réserve entier dessus pour vous dire ça c'est bien, vous montrer les exemples, comparer avec les éléments archéologiques. Là on est juste sur un retour à chaud. Et ce que je peux vous dire c'est que les costumes sont impeccables. Déjà commençons par là. Il y a même des finesses, mais des finesses de trucs qui sont des espèces de... Moi je dis toujours, quand vous faites n'importe quoi, si vous créez un film, une série, un truc, l'idéal c'est de parler à tout le monde, mais de temps en temps d'envoyer des petits clins d'œil aux 2-3 mecs du fond de la salle qui ont voilà, des mecs comme moi en l'occurrence pour l'histoire, qui savent des petits trucs comme ça et qui vont être touchés par les détails. Et de temps en temps un petit clin d'œil comme ça en mode genre, t'as vu ce que je viens de faire là? Ouais, pas de problème. J'essaie de ne pas vous spoiler parce que c'est important aussi. On a un moment, tout un passage qui se passe dans les pays de l'Est en gros. Et là encore,
c'est vraiment très bon, l'approche est plutôt bonne en termes de costumes et d'architecture, et on y voit un Red Viking, et dans ce Red Viking, on y voit une chef qui est très bien équipée, qui est à cheval, ce qui est rare chez les Scandinaves. Et ce qui est incroyable, c'est que l'intégralité de ce personnage est en fait la reine guerrière de Birka. La reine guerrière de Birka, vous en avez déjà entendu parler, c'est cette tombe qui a été retrouvée il y a longtemps de ça à Birka, en Scandinavie, et qui a été longtemps considérée comme étant une tombe d'homme, parce que c'était une tombe qui avait des armures et des armes. Et plus récemment, les choses évoluant aussi dans nos connaissances archéologiques et nos approches de l'archéologie, on s'est rendu compte qu'en fait c'était une femme. Et donc la question s'est posée, est-ce que c'est une femme combattante ou non, puisque je le rappelle, j'ai une vidéo qui va sortir dans pas longtemps là-dessus, que c'est pas parce que vous trouvez une tombe avec des armes que la personne était un guerrier ou une guerrière. Et quand ils ont fait des examens sur le corps, il s'avère que la guerrière avait bel et bien combattu, s'était bel et bien servi de ses armes, et c'est ce qui a permis de valider l'hypothèse de guerrière viking, mais attention, pour le moment, je rappelle qu'on n'est pas sûr qu'il y ait des guerrières de basse extraction. Là, on est dans le cas d'une reine combattante, ce qui est un peu particulier et qu'on retrouve dans d'autres sociétés. Dans le film, ils ont pris la guerrière de Birka et ils l'ont faite, ils l'ont reconstituée, c'est elle, c'est la bonne, voilà. Et on la voit, mais si on la voit 12 secondes, c'est un maximum. Et moi, j'étais là genre, oh, mais c'est la guerrière de Birka! Je pouvais pas crier dans le cinéma, même si on n'était pas très nombreux, mais j'étais là genre, oh mon Dieu. Vous voyez ce mème de Leonardo DiCaprio, comme ça. Ouais, c'était ça, c'était moi au cinéma, vraiment, c'était ça. Donc vraiment une finesse dans l'approche du costume qui était, voilà, on sent bien que les mecs ont fait leurs recherches. À un moment, il y a un des personnages qui a besoin d'une épée magique, voilà. Et oui, parce qu'il y a un moment, il y a un petit côté mythique aussi là-dedans dans tout ça, et donc, comment est-ce que le réalisateur a décidé de gérer cette histoire d'épée magique? C'est pas dit dans le film, hein, ça c'est moi qui vous le dis. Il s'est dit, plutôt que d'avoir une épée magique qui fait des flammes, machin et tout, on va commencer par aller lui faire chercher une épée qui a plus de 300 ans, 200 ou 300, je sais plus exactement. Et en fait, c'est une épée de légende, mais au lieu que ce soit une épée classique pour la période, ils ont décidé de lui faire aller chercher une épée vraiment ancienne. Et pour aller chercher cette épée-là, il doit aller dans un endroit, et cet endroit, en fait, c'est une tombe. Et c'est une tombe qui est une tombe extrêmement cohérente pour 2 siècles avant. C'est-à-dire c'est une tombe qui globalement doit être 6e, 7e, et à l'intérieur de la tombe, c'est un bateau en fait, un peu comme Sutton Hoo, si vous connaissez, on en a parlé un petit peu sur la chaîne également. En gros, les Scandinaves et les Saxons avant eux et d'autres peuples avaient tendance à se faire enterrer, en fait, un personnage important, on va le coller sur un bateau et on va faire un tertre au-dessus du bateau. On va enterrer le bateau en fait. Et dans le bateau, on va mettre plein de trucs. Des armes, des armures, des équipements, des vêtements, de la nourriture. On va y mettre des objets de la vie quotidienne, des bijoux, des 3 minutes, plein de trucs. Et en l'occurrence là, le personnage dont je parle, je vous dis pas lequel c'est, qui doit aller chercher son épée magique, arrive, on lui dit bah faut que tu ailles machin, chercher là, mais attention parce que c'est un peu hanté. Et il arrive, il tombe littéralement dans le tertre. Et là, vraiment, le bateau, le personnage qui est là avec un équipement qui a 2 ou 3 siècles de retard sur le film, enfin qui est 2 ou 3 siècles plus vieux que le film et dont il doit récupérer l'épée. Et l'intégralité de tous les éléments sur ce bateau sont cohérents avec la période où le bateau a été enterré, c'est-à-dire 2 ou 3 siècles avant le film. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais ça m'a rendu complètement fou. C'est-à-dire que même quand il faut aller dans un truc un peu magique, un peu mythologique et tout machin, un peu mystique, parce que le film est plus mystique que mythologique d'ailleurs, j'y reviendrai, et ben en fait ils arrivent à faire un truc cohérent avec l'historicité, c'est-à-dire en mode, et ben tu vas aller chercher la vieille épée légendaire de machin, qui a plus de 2 ou 3 siècles et tout, qui avait été créée pour... Il y a toute une histoire autour de ça, et c'est historiquement tellement crédible, et déjà c'est historiquement crédible, et en plus de ça, ça fonctionne extrêmement bien avec l'histoire. Et du coup, tout mis bout à bout, on se retrouve dans un contexte où même en intégrant un côté mystique, même en intégrant un côté épée magique, ils arrivent à relier ça à l'histoire de manière cohérente, et c'est comme ça que ça se passe, hein. C'est-à-dire qu'il y a, dans l'histoire, on a plein de preuves de ça, de mythologie ou d'histoires mystiques ou quoi, qui en fait sont des histoires de 200 ans auparavant, 500 ans, 1000 ans auparavant, et en fait c'est basé là-dessus. Et du coup là, j'étais comme ça dans le cinéma, genre non, je t'ai plus. C'était incroyable. Et c'est rigolo parce que
Le film a même quelques moments qui sont un peu kitsch. Il y a un moment avec des Valkyries, vous verrez à quel moment. Et c'est kitsch, mais à un niveau de kitschasse qui est incroyable. Le costume à ce moment-là est ultra kitsch, la lumière est ultra kitsch, tout est ultra kitsch. Et à la base, je me disais, mais ça n'a pas de sens. Et en fait, mais le génie du réalisateur, ces Valkyries-là sont en fait une représentation, ça reprend les représentations de Valkyrie qu'on avait au 19-20e siècle, notamment avec les opéras de Wagner, qui, je le rappelle, les opéras de Wagner ont créé une partie des grands clichés sur les Vikings qu'on a encore aujourd'hui. Et en fait, c'est complètement un clin d'œil aux opéras de Wagner, c'est complètement un clin d'œil aux images de Valkyrie un peu idéalisées du siècle dernier ou du siècle d'avant. C'est pas très long, mais il y a vraiment ce truc-là de, eh bien, puisque les Valkyries, on passe sur un niveau qui est plus mystique, mais qui pour le coup est mythologique, voire religieux, voire un peu, presque un peu dans l'espace, et bien du coup, on va prendre un truc qui est beaucoup plus tardif. Le rapport de ce film à l'histoire a été réfléchi, je pense, plus que n'importe quel autre film historique que j'ai pu voir. Et pourtant, je peux vous garantir que j'en ai vu un sacré paquet, mais là, on est sur un niveau qui est impressionnant. Mais impressionnant. Voilà. Il est en train de pleuvoir. C'est parfait, on a essayé de tourner une vidéo, il pleut. Oh, allez, pourquoi pas. Donc vraiment, le film m'a enchanté. Voilà, le film m'a enchanté. Enfin, enchanté, c'est pas un Disney non plus, mais pas vraiment en termes d'ambiance. Mais vraiment, le film, j'ai trouvé ça incroyable. La réponse à la question, faut-il aller le voir? Oui, allez le voir, bien entendu. En fait, il y a plein de choses qui sont très malines dans le film. Dans le sens où vous allez y retrouver ce qu'on retrouve dans beaucoup de choses actuellement historiques, c'est-à-dire le côté très sombre, avec un filtre un peu désaturé, qu'on regrette sur beaucoup de films malheureusement. Vous allez y retrouver la violence, montrée de manière très brute, beaucoup de violence, mais j'ai envie de vous dire que c'est souvent un petit peu à côté de la plaque, ce genre de truc. Mais là, dans ce cas précis, on est sur une adaptation shakespearienne, donc je le rappelle, très lourd, très dur, et donc le fait d'avoir un côté un peu désaturé, déprimant tout le temps, c'est pas déconnant. Voilà, la lumière de l'Islande donne quelque chose qui est très particulier, et ça c'est difficile à décrire. Vraiment, quand vous verrez le film, vous allez vous rendre compte de ce que je veux dire. Et le côté ultra-violence, ma foi, là encore, c'est l'adaptation de la pièce de Shakespeare, donc il n'y a pas de... Voilà. Et la violence est systématiquement, entre guillemets, à propos. Voilà. Est-ce que c'est bien ou non, ça c'est un autre problème, mais c'est à propos. Et il y a plein de trucs qui sont des moustiques. Il y a plein de trucs qui sont des... Quand vous voulez tourner comme ça, que vous regardez les moustiques, c'est pas facile. Et il y a plein de trucs dans le film qui sont des interprétations qui peuvent sembler un peu abusives, mais qui sont pas déconnantes. On voit des berserks, par exemple, à un moment, et l'approche des berserks est une des hypothèses qu'on a sur la figure du berserk, en fait. On a des approches du mysticisme qui sont très présentes. On rappelle que les sociétés scandinaves étaient très mystiques, et donc partant de là, c'est bien d'en avoir mis, et c'est des approches qui sont osées, mais qui ne sont pas déconnantes par rapport à la période et par rapport à ce qu'on en sait. De la même façon, vous avez, quand ils sont dans les pays de l'Est, il y a tout un passage, je trouve les moustiques qui viennent m'écouter aussi, je préfère la mésange. Quand ils sont dans les pays de l'Est, vous avez des passages aussi très mystiques, mais qui ne sont pas problématiques par rapport à ce qu'on sait de la religion ou du mysticisme, notamment païen de ces époques-là, et c'est très bien vu. Et je pense qu'il y a plein de choses que j'ai pas vues. C'est-à-dire que moi, je connais bien le matériel, je connais bien l'armement, les choses comme ça, mais je connais pas tout. Et je pense que des gens qui ont d'autres spécialités que les miennes, ils verront d'autres choses. Parce que j'arrive pas à croire qu'ils aient fait un effort si considérable sur les thématiques, sur le mysticisme, sur les costumes, sur les armes, sur les équipements, sur les architectures et tout ça, et qu'ils ne l'aient pas fait sur le reste. Voilà. Donc vraiment... Pour moi, en fait, ça fait longtemps que j'attends un film, une série, une œuvre culturelle qui fasse le pont, en fait. Je pense que Vikings, The Last Kingdom, etc., ça a créé un nouveau cliché du viking, qui est le cliché viking 2010, on va dire ça, des années 10, et qui est différent du cliché précédent, qui était celui justement des opéras de Wagner, avec les casques à cornes et tout. Et pour passer de cette idée reçue-là à la réalité, ou à quelque chose qui soit plus proche de la réalité, je suis persuadé depuis plusieurs années que ça ne se fera pas tout seul et qu'il faut une marche entre les deux. Quelqu'un qui prenne le risque fort de faire quelque chose qui soit plus propre, meilleur,
quitte à ce que ça fonctionne pas des masses. Et je pense que The Northman, c'est cette marche que j'attendais. C'est une très belle marche, on va pas se mentir. J'attendais pas une marche aussi importante, mais le film n'est pas construit comme un blockbuster, donc je pense qu'il va trouver son public, mais peut-être pas le très grand public, voilà. Mais je pense qu'il va trouver son public, et je pense que les passionnés d'histoire que vous êtes, vous allez probablement accrocher d'une manière ou d'une autre. Après, comme je vous disais, c'est une ambiance très shakespearienne, c'est lourd, c'est dur, c'est très intense, on ressort de là, on est un peu... ouh, c'était bien, mais oulala. Vraiment, c'était mon impression en sortant. J'étais genre, waouh, c'est sans concession, hein. Ça y va. Et à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit sur la violence, sur le scénario, sur les rapports entre les personnages, sur ce que dégagent les acteurs, surtout, il y a zéro concession nulle part. C'est vraiment, wouh. Et je pense que je vais retourner le voir. Vraiment, je vais pas souvent voir les films 2 fois au cinéma, c'est très très rare. Et je pense que pour la première fois, je vais retourner le voir 1 voire 2 fois, parce que je pense que j'ai loupé des choses, je pense qu'il y a d'autres choses dont j'aimerais parler, je sens... Voilà, le film est bien. La question, faut-il aller voir The Northman? Je vous le conseille très chaudement. Voilà, ne vous attendez pas à un grand blockbuster. Ne vous attendez pas à un grand blockbuster, attendez-vous à un beau film d'auteur, mais qui est suffisamment accessible pour que vous passiez un très bon moment. Et vraiment... Visuellement, on commence à s'approcher de quelque chose qui est très propre sur les productions qui mettent en scène des Scandinaves. Si tout pouvait être comme ça, je serais le plus heureux des hommes, mais je n'aurais probablement plus beaucoup de travail. Voilà. Donc, conclusion, allez voir The Northman, je vous le recommande très chaudement. Si vous voulez en parler, n'hésitez pas à passer en live, soit le lundi soir, soit le jeudi soir à 20 h sur ma chaîne Twitch. On en a déjà un petit peu parlé, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des choses comme ça. N'hésitez pas également à mettre vos impressions en commentaire. Je suis curieux d'avoir vos retours. Je sais qu'il y a quelques Belges qui l'ont déjà vu, certains m'ont dit qu'il était exceptionnel, d'autres ont peu accroché à cette manière de raconter les choses. Donc n'hésitez pas, surtout mettez-moi ça en commentaire si ça vous a plu, si ça vous plaît pas, si ça vous inspire, si vous avez envie d'aller voir le film, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le film d'ailleurs, à quoi vous vous attendez. N'hésitez pas à m'expliquer ça, j'en discuterai avec plaisir parce que vraiment j'étais assez marqué par ce film. C'est un des films que j'attendais le plus de cette année et je n'ai absolument pas été déçu. Donc je suis très curieux d'avoir vos retours là-dessus. Voilà, les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. J'ai un compte TikTok maintenant, alors... Je publie un truc 1 fois par semaine dessus, il y aura des trucs bientôt un peu plus régulièrement, mais si vous voulez vous abonner, j'ai déjà un compte TikTok, mais c'est surtout Instagram, je poste beaucoup plus de choses sur Instagram en ce moment, donc n'hésitez pas, allez vous abonner à Instagram. Allez, je vais vous laisser là, je vous souhaite une très bonne journée, abonnez-vous, mettez la cloche, pouce bleu, commentaire évidemment, ça aide la chaîne et ça aide la vidéo à sortir de l'algorithme YouTube. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, et en attendant, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.